Nous avons avec nous en visuel le professeur Sami Aoun, professeur, membre aussi de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Bon après-midi, professeur Aoun. Je ne vous entends pas. Ah, c'est de ma faute, professeur. Je m'excuse. Oui, c'est bien. C'était de ma Oui, faute. oui. Bon Oui, appétit. Bon ça après-midi. va, ça va. Professeur, à un moment donné, je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler d'une hirondelle qui ne fait pas le printemps ou est-ce qu'on doit se dire, est-ce que ça va durer? Mais moi-même, à un moment donné, j'avais des doutes parce que j'ai entendu toutes sortes de plans pour la bande de Gaza de la part du président américain. Je me suis posé la question, est-ce qu'il va y avoir une solution? Est-ce que vous croyez à la solution de paix qui est proposée là, qui commence à être appliquée par les deux belligérants? Certainement, il y a quand même des conditions assez favorables qui arrivent, surtout les 20 points de l'initiative de M. Trump, qui avant tout ont été acceptés, même peut-être avec une participation à les mettre dans ce bloc par des pays arabes très influents comme l'Arabie saoudite, comme le Qatar, et aussi par des puissances musulmanes aussi très influentes comme la Turquie. Encore aussi, il y a l'acceptation de l'autorité palestinienne, qui, il faut toujours le rappeler, c'est la seule, je dirais, représentative légitime du peuple palestinien. Et encore, il y a Israël. Monsieur Netanyahou, peut-être un peu d'une façon réticente, mais il les a acceptés après avoir peut-être remodelé quelques points. Mais en tout cas, en bloc, c'est la première fois qu'on a une vision toujours avec la forte personnalité de M. Trump dans le jeu. Il est le garant du bon succès. Mais est-ce qu'il faut espérer? Oui, l'hirondelle peut-être va s'arrêter seulement après la première phase. La première phase, alors ici, nous avons quelque chose qui est incontrôlable, et celui de faire libération des otages israéliens, qu'ils soient des captifs vivants ou des captifs morts. Encore, ce point, une fois il est fait, avec l'échange de libération des Palestiniens, 1700 prisonniers, avec 250 prisonniers en plus qui sont condamnés à perpétuité, à ce moment, on pourrait espérer que voilà, on est allé vers un cessez-le-feu, mais pas vers la fin des hostilités. Donc, on n'a pas entamé à ce point-ci, si vous voulez, un plan de paix. Mais comme vous l'avez très bien dit, on a eu la même jovialité, la même célébration avec les accords d'Oslo en 93-95, et après, les espoirs ont été déchus et les gens étaient déçus. Pourquoi? Parce qu'il y avait des éléments qui ont essayé de torpiller et qui ont réussi à torpiller les accords d'Oslo. Par exemple, l'assassinat du premier ministre israélien du temps, Isaac Rabin, aux mains d'un juif radical, et aussi les attentats que le Hamas et d'autres organisations palestiniennes qui ont rejeté les accords d'Oslo et qui voulaient vraiment intimider M. Arafat et le faire sortir de sa vision de la pacification. N'oublions pas aussi qu'il y avait des régimes arabes, qu'il soit le régime syrien, qu'il soit le régime libyen à ce moment, de Kadhafi, alors pratiquement, qui ne voulaient pas donner leur appui à M. Arafat en tant que leader palestinien. Mais Cette fois-ci, aujourd'hui, peut-être que c'est le temps de dire que le ventre qui a enfanté le fascisme est encore fécond parce qu'on voit des faucons, justement, au sein même du gouvernement de Netanyahou, qui n'attendent que l'occasion pour faire déraper, surtout après la libération des otages, pour faire déraper cet accord de paix. c'est la crainte des Palestiniens que ces éléments que vous dites, les ministres sionistes religieux, comme M. Benigvir et Smotrich, ont commencé quand même à des provocations. On les voit dans des manifestations pour essayer de déraper ce processus. Mais on se comprend bien, il y a un gouvernement israélien pour le moment qui a voté pour accepter le cessez-le-feu, surtout la première phase. Encore, il faut dire que M. Netanyahou, quand même, ne peut pas contredire
la société israélienne, l'opinion publique israélienne est contre ces deux ministres et même contre lui, M. Netanyahou. On sait très bien que si les sondages nous montrent que ces deux ministres arrivent avec beaucoup de peine peut-être à traverser le seuil d'être acceptés comme des candidats dans les nouvelles élections parlementaires. Alors c'est un point. L'autre point, on voit que le centre-droite ou centre-gauche, M. Yair Lapid et autres, donne un filet de sécurité à M. Netanyahou pour qu'il continue. Si jamais ces deux ministres démissionnent, et ils ne veulent pas démissionner, si jamais ils voient que son gouvernement est vacillé, qui va tomber, à ce moment, on lui propose un gouvernement d'union nationale avec d'autres partis comme M. Benny Gantz, M. Lapid ou d'autres. Alors, à ce moment, on pourrait dire que aussi la société israélienne est fatiguée parce que aussi on peut introduire ici M. Trump. M. Trump a bien dit à Netanyahou, vous ne pouvez pas se battre contre tout le monde parce que le monde ne vous aime plus, vous êtes déjà un État paria. Je viens vous sauver. Alors pour le sauver, il faut justement qu'il peut-être poursuive ce point. Du côté du Hamas, aussi le Hamas a perdu un appui majeur, l'Iran. On a perdu l'allié syrien de Assad. On a perdu le Hezbollah. Donc pratiquement aussi le Hamas rentre, si vous voulez, dans la case des puissances arabes qui ne veulent plus cette résistance à la solde de l'Iran, comme l'Égypte à titre d'exemple, qui ne veulent pas que les accords de paix signés avec Israël soient déstabilisés. Donc, à ce moment-ci, on pourrait espérer que les gens pragmatiques, modérés, au sein de Hamas ou d'autres, pour aller alléger les souffrances des Gazaouis et peut-être ouvrir ce que vous avez dit, une hirondelle qui peut nous annoncer une pacification. Mais ce qui surprend dans tout ça, parce que tout à l'heure, en début d'entrevue, vous avez parlé du mouvement de la Palestine avec Mahmoud Abbas, mais je croyais que Mahmoud Abbas, dans cet accord de paix, est tenu à l'écart est honni autant par Donald Trump, le président américain, que par le Premier ministre israélien. Non, on ne veut pas de Mahmoud Abbas. Selon ce que moi j'ai cru comprendre, est-ce qu'il y a une petite place pour Mahmoud Abbas? Oui, et tout d'abord, vous avez raison. Netanyahou disait ni Fatah, ni Hamas, ni Fathastan, ni Hamasistan, donc il ne veut pas les deux. Mais aussi le président américain, sans vraiment dénigrer l'autorité palestinienne, il a appelé à une nouvelle autorité, surtout pour Gaza, qui est celle de créer des entrepreneurs, des technocrates pour gérer après la sortie de Hamas de Gaza. Mais pour l'autorité palestinienne, M. Trump ne peut pas la circuiter, puisque, comme je disais, c'est aussi à une reconnaissance mondiale, comme quoi elle représente le peuple palestinien. Ce que Mahmoud Abbas a fait, et il est en retard sur ce point, il est en train de rédiger une constitution palestinienne, il est en train de préparer des élections d'ici un an. Alors pratiquement, il a compris la leçon que si jamais il ne se réforme pas, si jamais il ne va pas démocratiser la situation en Palestine, il n'aura pas un jeu, il n'aura pas un rôle à Gaza. Et c'est pourquoi les Arabes continuent à appuyer M. Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne et les pays musulmans. Mais vous avez raison sur un point, les gens ne sont pas très chauds à l'égard soit de sa personne, vu un peu son âge un peu avancé, et vu aussi le fléau de corruption qui est là-bas. Mais pratiquement, je ne crois pas qu'il sera mis à l'écart complètement. Professeur Haoun, pour terminer, c'est une guerre qui dure depuis 2 ans et les choses n'ont pas beaucoup changé, les acteurs, au contraire, tout ce que vous avez dit, c'est vrai, mais c'est surtout le Hamas qui a perdu de son mordant avec les appuis perdus, etc., etc. Donc, je ne comprends pas que Donald Trump, qui est venu, ça fait
à peine un an, on va dire, presque un an. Bon, alors, pourquoi c'est maintenant que Donald Trump comprend qu'on ne peut pas continuer cette guerre, que Israël ne peut pas continuer la guerre contre tout le monde, alors que c'est l'administration américaine qui fournissait en armes et qui fournit encore en armes l'armée du Tsahal. Est-ce que c'est le fait que le président veuille obtenir la statuette d'Oslo, n'est-ce pas, qu'il fait tout ça? Et si tel est le cas, est-ce que c'est une bonne chose que ça donne au moins un répit d'un an, parce qu'il reste encore un an pour tenter sa chance une nouvelle fois? Oui, peut-être les choses sont un peu plus profondes pour M. Trump, et non pas nécessairement pour sa personne, mais pour l'establishment américain, c'est-à-dire pour la stratégie américaine. Alors, M. Netanyahou ne voit que sa question palestinienne, qu'il veut anéantir, qu'il veut détruire l'identité palestinienne et certainement anéantir les chances d'un État palestinien. Tandis que M. Trump voit ses alliés arabes et musulmans qui sont des puissances de plus en plus qui s'imposent dans l'ordre international. La Turquie est un membre de l'OTAN, donc un allié de l'Occident, très important. On voit que l'Arabie saoudite a un pouvoir d'achat, de consommation des armes, des produits, des services, ainsi que les autres pays arabes. Et après la bourde que Israël a fait contre Qatar, contre Doha, pour éliminer les Palestiniens, les chefs, les dirigeants, alors M. Trump a compris que le Qatar est un allié stratégique pour les Américains, très utile pour eux. Pratiquement, il est allé à l'idée que je ne peux pas être mené par un prisme de Netanyahou. Moi, j'ai une vision qui va aller jusqu'à refouler l'Iran et que cette guerre m'aide à mettre fin pour arrêter l'expansion de la Chine. Et surtout, la lecture de M. Trump et les stratèges américains, cette guerre n'est plus existentielle, puisque Israël a eu raison de Hezbollah, a eu raison de la Syrie, a eu raison, même il a refoulé les milices chiites irakiennes, et il a dominé l'Iran. Alors pourquoi il faut continuer une guerre qui n'est plus existentielle? C'est une guerre plutôt pour des raisons qui sont propres à M. Netanyahou et à la droite israélienne. Alors en ce sens, il voulait sauver Israël et peut-être dissiper cette image qui est de plus en plus dominante que Israël est un État paria. Professeur Sami Aoun, membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, je vous remercie encore une fois, professeur, d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. Je vous en prie, au revoir. Au revoir.